Nicolas B, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, votre nom n'est pas inconnu aux auditeurs, vous êtes député européen et vice-président du groupe ECR. Alors on veut parler d'actualité européenne avec vous, mais avant cela, puisque on imagine que c'est un sujet qui intéresse vivement nos auditeurs, peut-être une réaction à ce drame qui a eu lieu à Marseille hier. Alors quand je parle de drame, je parle évidemment de cette tentative d'attaque de la part donc d'un prénommé Abdelkader qui a fait plusieurs blessés qui sont dans des situations assez préoccupantes à l'hôpital aujourd'hui. Il a été abattu par les forces de l'ordre, mais voilà, peut-être quelques mots sur cette actualité brûlante. Bah oui, d'abord saluer, un peu comme à chaque fois, j'aurais tendance à dire, dans ce genre de circonstances, saluer évidemment le sang-froid des forces de l'ordre, leur engagement qui a permis d'éviter des morts, même si en effet il y a des personnes qui ont été manifestement lourdement blessées. En réalité, la seule réaction qu'on peut avoir à chaque fois, c'est de se dire qu'est-ce que cet individu faisait en France ? Parce que finalement, c'est ça le vrai sujet. Qu'il y ait dans tous les pays, dans toutes les sociétés, il peut y avoir une criminalité endogène qui existe et qu'on essaie de juguler en mettant ces gens-là hors d'état de nuire de différentes manières. Bon. Mais on voit bien que nous, on a une criminalité d'importation. On a une massive qui est la conséquence de l'immigration elle-même massive que nous subissons. Et finalement, l'essentiel des faits divers, parfois dramatiques, et je ne parle même pas d'actes terroristes, mais d'une manière générale, la criminalité, l'hyperviolence, qui est une caractéristique de certaines civilisations ou de certains territoires, je pense au continent sud-américain, mais qui n'était pas une caractéristique de l'Europe, est en train de s'installer dans notre pays, en train de s'installer dans un certain nombre de pays européens, d'ailleurs pas seulement en France, et c'est la conséquence de l'immigration. Donc la question, c'est pourquoi ils sont là ? Qu'est-ce qui justifie d'avoir sur notre sol des gens qui nous détestent, des gens qui sont entrés parfois de manière illégale et n'ont jamais été inquiétés, jamais été expulsés. Et j'aurais tendance à dire, je ne sais pas quelle est la situation exacte de cet Abdelkader. Il était en situation légale. Voilà, mais j'aurais tendance à dire que quand ils sont en situation légale, c'est presque pire. Ouais. Parce que s'ils sont en situation irrégulière, on voit bien les défaillances de l'État, on n'a pas été capable de les empêcher d'entrer, on n'a pas été capable de les empêcher de rester, on n'a pas été capable de les expulser. Voilà, les défaillances sont identifiées et elles ne sont pas anodines, mais quand ces gens-là ont bénéficié de la générosité de la France et des titres de séjour, il y en a plus de 300 000 qui sont officiellement accordés chaque année. Donc cette immigration légale, elle est elle-même totalement, elle est massive. Et elle a une tournure dramatique parce que on a des gens qui bénéficient donc de notre générosité, très concrètement. Ils ont des aides sociales, des allocations familiales, l'école gratuite pour les enfants s'ils en ont, etc. Et c'est comme ça qu'ils nous remercient. Donc ça devrait... quand certains disent « Non, mais le problème, c'est l'immigration illégale et il n'y a aucun problème avec l'immigration légale », en réalité, les deux ne s'annulent pas. Les deux se cumulent. Et aujourd'hui, on a une immigration légale de gens qui nous détestent et qui, dès qu'ils en ont le moyen, même si la France les a accueillis avec générosité, expriment leur hostilité, leur haine de notre pays et de notre peuple. Surtout qu'on a eu quelques précisions ce matin venues de nos confrères du Figaro sur le profil de cet Abdelkader. Il faut savoir que selon son ex-femme qui raconte toute cette histoire, c'est quelqu'un qui est toxicomane, donc accro à plusieurs drogues différentes, qui a basculé dans l'alcoolisme, qui était, alors je cite, un musulman modéré qui faisait ses 5 prières par jour, mais qui en fait aurait été radicalisé vers 2023, qui battait sa femme, qui l'a terrifié, il l'a terrorisé de manière générale, et à côté de ça aussi dans ce profil, c'est quand même quelqu'un qui avait déjà été condamné par le passé, donc ça veut dire qu'en fait il cumule quand même énormément de caractéristiques qui d'ailleurs pour certaines sont complètement étrangères à ce qu'on connaît de la France en général. C'est-à-dire que par exemple, effectivement, des toxicomanes islamistes et condamnés par le passé pour d'autres agressions, c'est quelque chose qui en fait n'a rien à voir quelque part de près ou de loin avec la criminalité qu'on peut connaître aussi en France. Oui, bien sûr. Et puis, donc on a à chaque fois des récidivistes. Presque toujours, ce sont des récidivistes. Donc on voit bien qu'on aurait pu, par une simple décision administrative, parce que lorsqu'ils sont accueillis en France avec un titre de séjour, il n'y a pas besoin de décision judiciaire, c'est une simple décision administrative. La révocation de ce titre de séjour, c'est aussi une décision administrative, donc c'est une question de volonté politique. Il n'y a pas besoin de changer la loi pour ça. Donc on voit bien qu'il y a une défaillance très grande, puisque
une fois qu'ils sont condamnés, une fois qu'ils commettent des délits ou des crimes en France, automatiquement, ils devraient perdre leur titre de séjour, automatiquement être expulsés. Et ça n'est pas le cas. Et puis souvent, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on nous dit, bah voilà, ils ont des addictions, de la drogue, etc. Mais comme si c'était un phénomène qui est totalement disjoint du fait qu'ils viennent de contrées lointaines. En réalité, c'est parfois disjoint, mais ça n'est pas toujours sans lien. Le déracinement génère évidemment aussi des individus souvent très instables. Quelqu'un qui a quitté son pays, sa culture, sa civilisation, sa famille, qui est totalement déraciné dans un territoire qui ne correspond pas à ses référentiels, eh bien, il est évidemment plus facilement en proie à des troubles divers, psychologiques, psychiatriques, à des addictions à telle ou telle substance, etc. Donc en réalité, si on essaie d'analyser le phénomène des conséquences de cette immigration de masse sur les individus, eh bien, il faut aussi prendre en compte ces données-là. Voilà, et en réalité, ça n'est pas un hasard. Si on a des gens qui sont des toxicomanes, qui sont très instables psychologiquement ou psychiatriquement et parce que voilà, ils ont été mis là où ils sont venus en France alors que finalement ils n'ont absolument rien à y faire. Ouais, et on peut donc noter ce que Richard de Sèze nous dit en direct, c'est qu'Alice Cordier a expliqué qu'effectivement la veuve donc de Abdelkader avait contacté le collectif Némésis, ce qui vient confirmer l'idée qu'elle se sentait assez peu en sécurité avec son mari, puisque c'était a priori pour chercher de l'aide. On repart sur les sujets plus européens. Nicolas B, merci d'avoir réagi sur cette actualité. On va parler des troupes européennes qui seraient peut-être envoyées en Ukraine. En tout cas, c'est un sujet brûlant dans la bouche d'Ursula von der Leyen, mais aussi d'Emmanuel Macron. Matteo Salvini s'en est pris à donc Emmanuel Macron en lui disant qu'il y aille lui-même en mettant un casque et en prenant son fusil. On a des images assez cocasses en tête, chers auditeurs. Mais voilà, comment est-ce que vous vous positionnez sur cette question ? Il faut savoir que la France a donc convoqué l'ambassadeur italien suite à cette déclaration de Matteo Salvini. Donc, preuve qu'il y a quelques tensions au sein de l'Union européenne sur ce sujet d'envoi de troupes en Ukraine. Oui, c'est pas étonnant qu'il y ait des tensions entre la France et l'Italie parce qu'il y a des divergences totales entre la position du gouvernement italien, Giorgia Meloni, qui souhaite... Que les initiatives, notamment prises par Donald Trump, aboutissent à la paix en Ukraine. Et puis, Emmanuel Macron et un certain nombre d'autres dirigeants européens et Ursula von der Leyen, dont on voit bien que leur angoisse quotidienne, c'est qu'il y ait un accord de paix dans lequel ils n'auraient pas ou peu leur mot à dire. Et on a bien vu ce qui s'est passé ces dernières semaines. À chaque fois qu'il semble y avoir des avancées, je dis ça évidemment avec prudence parce que c'est un sujet très complexe, dans les discussions, les pourparlers entre Trump et Poutine, entre Trump et Zelensky, etc., on a l'impression que l'Union européenne, les institutions européennes et un certain nombre de gouvernements progressistes là, en Europe sont paniqués à l'idée que cette guerre cesse. Alors que cette guerre, elle fait quand même des milliers de morts tous les mois. Et on voit bien d'ailleurs que c'est une guerre que personne ne gagnera. Oui. Si les forces occidentales restent en soutien de l'Ukraine, la Russie ne gagnera pas cette guerre. Elle ne pourra pas conquérir la totalité du territoire ukrainien, même si elle en avait la volonté, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré. Et à l'inverse, la Russie, qui est une grande puissance, et une puissance nucléaire en l'occurrence, ne perdra pas cette guerre non plus. Voilà, donc on voit bien que la seule position raisonnable, ça consiste à essayer de trouver un chemin compliqué, qui aboutirait évidemment à ce qu'une partie du territoire ukrainien reste sous domination russe. On peut trouver ça critiquable, on peut trouver critiquable l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais voilà, la politique c'est le réel. Et le réel aujourd'hui, c'est que si on veut que cette guerre cesse, eh bien, ça va nécessiter des compromis de part et d'autre. Mais ce qui est quand même frappant, c'est qu'on voit qu'il y a quand même des faiseurs de paix et ceux qui poussent à la guerre. On a beaucoup reproché à Donald Trump de multiplier les déclarations un peu intempestives, mais on s'aperçoit que finalement, il essaye de tenir une ligne de crête pour aboutir à la paix. Et je pense qu'il est souhaitable qu'il y parvienne. Et on voit vraiment chez von der Leyen ou chez Macron
une volonté un peu acharnée de jusqu'au boutisme, de toujours mettre le doigt sur le sujet qui va pas, de pousser toujours plus loin dans une logique de conflit, qui est un échec total avant même la guerre en Ukraine d'ailleurs, hein, parce que moi je suis député européen depuis 2014. Depuis 2014, on a mis en place des sanctions contre la Russie. Et on nous disait toujours, on fait des sanctions contre la Russie, elles n'étaient pas sans conséquences. Hein. Quand on faisait des sanctions économiques contre la Russie, la Russie faisait des rétorsions sur un certain nombre de produits agricoles, etc. Donc on en a subi les frais assez lourdement. Et on nous disait, mais voilà, c'est le moyen d'empêcher la Russie d'aller toujours plus loin. On a vu que ça n'avait aucune efficacité, aucune utilité. Ça poussait la Russie dans les bras de la Chine, ça fragilisait finalement nos nations européennes qui, je le rappelle, géographiquement, sont quand même au bout, en quelque sorte, une sorte de péninsule au bout de l'Asie, hein, en quelque sorte. Géographiquement, l'Europe, c'est ça. Donc on est évidemment, on a en partie, notre destin est en partie lié à la Russie. C'est une donnée historique dont on ne peut pas s'affranchir totalement. Et donc, cette logique de conflit permanent, elle a été un échec absolu depuis 11 ans. Elle a abouti à cette guerre, évidemment, dont la responsabilité de Poutine est immense. C'est lui qui a fait le choix d'envahir l'Ukraine. Mais on peut dire que l'Europe a été incapable de faire respecter les accords de Minsk I, incapable de faire respecter les accords de Minsk II, brandissait, agitait à tort et à travers la perspective d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Voilà. Donc, il y a eu des va-t-en-guerre qui ont une responsabilité importante dans ce conflit. Et aujourd'hui, les mêmes va-t-en-guerre donnent le sentiment de vouloir tout, sauf la conclusion d'un accord de paix. Alors, cela étant, quand même, la ligne sur laquelle la plupart des dirigeants européens, même Emmanuel Macron, semblent aujourd'hui à peu près d'accord, c'est la perte quand même des oblasts actuellement contrôlés, enfin des territoires actuellement contrôlés par la Russie, ce qui serait à peu près la monnaie d'échange, certaines limites d'oblast pour en fait pas aller plus loin. Mais on parlait de Matteo Salvini. Vous êtes donc dans le même groupe que le parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, qui a eu une déclaration assez étonnante il y a quelques jours, suivant presque la recommandation de Mario Draghi d'une Europe fédérale. En tout cas, elle a fait un discours dans lequel elle pousse à plus d'intégration européenne en promouvant une Europe de la défense. Je crois que c'était dans la ville j'ai ça sous les yeux, à Rimini, voilà, où elle a fait ce discours qui promouvait une Europe plus intégrée mais indépendante de l'OTAN. Est-ce que c'est une vision que vous partagez ? C'est vrai que dans le fond, au vu de la position des Américains actuellement, ça se défend tout à fait, mais c'est un parti pris qui est, étonnant. Alors, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Giorgia Meloni et nos alliés du groupe ECR défendent une vision à la fois très européenne et en même temps réformiste par rapport à l'Union européenne actuelle, c'est-à-dire des changements majeurs dans le fonctionnement et dans les orientations. Dans les orientations, en sortant d'espèces d'illusions ultralibérales et progressistes, et en défendant au contraire nos spécificités nationales et notre civilisation plutôt que l'idée du village global, et sur la méthode, sur le fonctionnement, une Europe qui respecte les spécificités et les souverainetés nationales plutôt que la fuite en avant vers le fédéralisme. Et même aujourd'hui, on est même un peu au-delà du fédéralisme. Elle a appelé à plus d'intégration européenne tout de même. Oui, enfin, les termes peuvent parfois prêter à confusion, mais Giorgia Meloni défend évidemment une Europe des nations. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on le voit avec cette guerre en Ukraine. On voit que les États-Unis, dans une politique isolationniste qui est assumée parce que Donald Trump s'est fait élire sur ce programme-là, ne souhaitent pas en permanence financer l'OTAN au bénéfice notamment des pays européens et de la sécurité des pays européens. Donc ça nécessite que les pays européens se prennent en main. Aujourd'hui, maintenant que les Britanniques ont quitté l'Union européenne, le seul pays européen qui a vraiment des capacités militaires significatives, c'est la France. Puisqu'on a à la fois l'arme nucléaire, la dissuasion nucléaire, des capacités de projection, et pas simplement de défense de notre territoire, et puis tout ce qui est associé à une puissance militaire, c'est-à-dire un réseau diplomatique mondial, etc. Les autres pays européens n'ont pas cela. Et donc, aujourd'hui, il y a une nécessité. Parler d'Europe de la défense, c'est un terme qui peut sembler ambigu, mais c'est un vrai enjeu. Nous sommes opposés évidemment à une armée européenne. Évidemment, on ne veut pas que ce soit von der Leyen qui décide d'aller verser le sang de nos soldats, ça bien sûr,
Mais en revanche, l'idée qu'il faut augmenter les capacités militaires et donc les industries d'armement et donc gagner en autonomie stratégique au niveau européen, Oui, il y a une idée c'est de coordination. fondamental. Oui, mais Voilà. quand même dans l'idée d'Europe de la défense, il y a l'idée de coordination Voilà, ce qui est- indépendante de Exactement. l'Europe vis-à-vis d'autres pays. Mais justement, est-ce que on connaît le processus qu'a l'Union européenne justement de toujours tendre vers plus de fédéralisme? Concrètement, est-ce que justement cette Europe de la défense ne risquerait pas de basculer sur une armée européenne? Non, moi je ne pense pas. Je pense qu'on pourrait construire. Vous savez, il y a eu des grands succès européens qui n'ont jamais basculé vers le fédéralisme et qui d'ailleurs ont bien fonctionné précisément parce qu'ils ne se sont pas faits sous l'égide de la Commission européenne. On pense en matière industrielle à Arianespace ou à Airbus. Voilà, Mais ça, c'est des conglomérats. collaborations entre Oui, les États, c'est exactement. pas des. Mais l'Europe de la défense peut prendre cette forme-là. D'accord. Et en réalité, on arrivera à une autonomie stratégique Donc une européenne Europe de la défense, en matière de pour être clair, défense. mais qui passerait pas par Bruxelles et qui passerait par une collaboration entre les Oui, États. enfin C'est ça interétatique. le projet de CR, en voilà. Et l'occurrence. d'ailleurs, la discussion peut se passer à Bruxelles, bien sûr, mais il ne faut pas que ce soit la Commission européenne qui décide, qui distribue les budgets, qui organise les choses, qui contracte de la dette pour ça. Et voilà, il faut que les nations agissent en prenant conscience de cette nécessité et ensuite qu'elles se coordonnent pour mutualiser les efforts, pour être complémentaires aussi dans leur approche. On gagnerait, on acquerrait une autonomie stratégique européenne en matière de défense le jour où, par exemple, les grands pays européens achèteront des Rafales français plutôt que des F-35 américains. Voilà, et on en est loin, mais on en est loin parce que l'Union européenne, ayant organisé notre impuissance collective, eh bien, les pays qui, à tort ou à raison, en Europe, se sentent menacés pour leur sécurité, préfèrent se mettre sous le parapluie américain. Et on ne peut même pas le leur reprocher, puisqu'on a organisé notre impuissance collective. Donc il faut que l'Union européenne, plutôt que de s'occuper de tout et de n'importe quoi, de multiplier les normes tatillonnes dans absolument tous les domaines, ce qui paralyse notre économie, s'occupe en effet, de multiplier les initiatives, les coopérations, les actions intergouvernementales pour que nos nations acquièrent collectivement la puissance, l'indépendance et l'autonomie sur la scène mondiale. Voilà, et on en est aujourd'hui très loin. Et on le voit d'ailleurs dans absolument tous les domaines. La France est en train d'être déclassée sur la scène mondiale, mais l'Europe, collectivement, est en train d'être déclassée sur la scène mondiale parce que, finalement, on est l'espace à la fois le plus normé à l'intérieur et le moins protégé à l'extérieur. On fait exactement le contraire de ce que font tous les autres. On est resté sur le vieux schéma des années 90, de l'OMC, des accords du GATT, etc. On est dans l'idée que en abaissant toutes les protections économiques, on organise un grand marché mondial. Oui, la mondialisation heureuse. Et les normes que nous imposons, normes sociales, normes sanitaires, normes environnementales, parce qu'elles sont bonnes, prétendues bonnes, eh bien, elles vont être imitées ailleurs. Mais c'est exactement le contraire. Nos grands compétiteurs sur la scène mondiale, les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Japon, etc., profitent de ces normes délirantes que nous imposons à nos industriels, à nos entreprises, à nos agriculteurs, pour évidemment nous infliger une concurrence déloyale d'autant plus grande qu'on s'est enfermé dans des accords de libre-échange et que leurs produits peuvent arriver sur le marché européen en n'étant pas ou peu taxés. On a reçu la présidente de la coordination rurale pour parler, entre autres choses, de ce sujet, Nicolas B. On va y revenir. Chers auditeurs, dans quelques instants, Jonathan Sturel se mêlera à la conversation. Il commencera par un rapide édito sur le sujet de son choix et puis ensuite nous discuterons entre lui et Nicolas B. Et puis tout à l'heure, nous retrouverons Nicolas Bauer et Jean-Marie Leméné pour parler de l'aide à mourir avec l'ONU qui s'inquiète des dérives de la France. Mais pour l'instant, on continue avec vous, Nicolas B. Donc effectivement, la présidente de la coordination rurale qu'on a reçue en début de semaine et qui nous expliquait à quel point aujourd'hui l'Union européenne était source de souffrance. En tout cas, les normes qui sont promues, vous vous engagez aussi sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on a énormément de Français qui doutent des bienfaits de l'appartenance à l'Union européenne, donc les agriculteurs en partie, mais pas seulement. On parle de cette Europe de la défense. En réalité, ça coûterait énormément d'argent à la France, qui, on le sait, et encore plus en ce moment avec la politique de François Bayrou et donc cette actualité assez brûlante, mais donc une France particulièrement endettée. Aujourd'hui, il faut continuer à donner toujours plus à l'Europe, parfois pour des projets qui pourraient être alléchants, donc comme cette Europe de la défense. Mais en réalité, on a la sensation que les retours sur investissement ne sont pas du tout à la hauteur des sacrifices qu'on demande aux Français. Oui, bien sûr. C'est évidemment le problème, c'est que si on continue dans une Union européenne qui ne sert pas nos intérêts,
eh bien, elle va se finir par se disloquer. Et le vrai risque est là. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on aurait intérêt à réorienter totalement l'Union européenne parce qu'on a une nécessité, c'est d'agir collectivement sur un certain nombre de sujets. Ce qui est certain, c'est que les nations européennes ont des intérêts communs à défendre sur la scène mondiale. Et c'est vrai que dans une compétition économique, industrielle, stratégique qui est extrêmement forte, c'est plus facile de peser collectivement que de peser individuellement, même pour les grandes nations que sont la France ou l'Allemagne. Et donc, l'urgence aujourd'hui, c'est que l'Union européenne, plutôt que de nous infliger des normes et de nous empêcher de nous protéger, fasse exactement le contraire. Et donc là, c'est un problème de changement de cap politique. Mais ce changement de cap, il est possible, parce qu'on voit bien que la résurgence des nations, des identités, l'arrivée au pouvoir des patriotes, des conservateurs, c'est un phénomène qui existe dans le monde. On parlait de victoire de Trump, etc. Mais c'est un phénomène qui existe aussi en Europe. Nos alliés ECR sont aujourd'hui au pouvoir dans 7 pays européens, soit en position dominante comme Giorgia Meloni en Italie, soit en participant à des coalitions gouvernementales comme en Suède, en Finlande, en Lituanie, en Bulgarie. Donc il y a une vraie évolution, il y a une vraie prise de conscience des citoyens au sein de nos nations européennes d'un changement de cap qui est nécessaire. Et d'ailleurs, regardez ce qui s'est passé par exemple, avec l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis. Alors justement, sur ce point, Nicolas Bay, vous allez intervenir cette semaine, c'est bien ça, au Parlement européen pour en parler. Il y a une question qui se pose, c'est que effectivement, vous dites il y a quelques instants donc que les pays européens en fait ont besoin quelque part de pouvoir s'unir sur le grand projet face aux autres blocs, pour faire simple, que sont la Chine, la Russie, les États-Unis, qui sont, qu'on le veuille ou non, en tout cas des dangers d'une façon ou d'une autre, ou au moins des adversaires, des concurrents pour l'Europe. D'un autre côté, quand l'Europe quelque part se réunit de manière diplomatique par la voix, en l'occurrence d'Ursula von der Leyen, c'est un échec total. Sur la question industrielle, c'est toujours le sacrifice de l'agriculture française et des produits français, de l'artisanat français contre l'automobile allemande. En fait, finalement, on a l'impression qu'à chaque fois que l'Europe est effectivement censée protéger et peut avoir théoriquement en fait cette utilité de bloc, c'est pas le cas. Donc sur quel point, en fait là on a encore vu cet échec avec les États-Unis, sur quel point concret, très concret, l'Union européenne peut servir à quelque chose sur la scène internationale? Écoutez, si on faisait exactement le contraire de ce que fait Ursula von der Leyen. C'est-à-dire par exemple, en effet, vous le disiez très justement, Trump est arrivé en disant « je vais vous mettre 30% de droits de douane ». Il a fait ça comme un homme d'affaires américain qu'il a été dans le passé. Son objectif, c'était d'avoir des droits de douane à 15%. Elle s'est couchée immédiatement en protégeant simplement un ou deux secteurs qu'elle considère comme stratégiques de son point de vue à elle, femme petite politicienne allemande, c'est-à-dire je vais sauver mes voitures allemandes. Voilà. Au passage, les droits de douane que Trump voulait mettre en place sur les voitures allemandes n'étaient en réalité qu'un rééquilibrage, parce que jusqu'à maintenant, aujourd'hui, quand une Chevrolet fabriquée dans le Kentucky arrive sur le marché européen, elle est taxée à 10%, alors que quand une Volkswagen fabriquée à Munich arrive sur le marché américain, elle est taxée à 2%. Donc ce n'était pas illégitime quand Trump demandait un rééquilibrage des droits de douane dans ce domaine. Mais elle a sacrifié en effet un certain nombre de filières, les vins et spiritueux, etc. Donc la France est en première ligne, notre viticulture est en première ligne, pour sauver les industries allemandes, parce qu'elle défend ses intérêts à elle personnellement, au lieu de défendre les intérêts, enfin personnellement, de sa famille politique et de son pays, au lieu de défendre des intérêts européens communs. Mais on pourrait, évidemment, les institutions européennes défendaient les intérêts stratégiques de l'Europe, eh bien, on aurait arrêté le pacte vert, parce qu'aujourd'hui, quand elle veut... Vous êtes pour l'idée qu'on envoie qu'on envoie un plénipotentiaire pour toute l'Union européenne? On peut avoir un porte-parole. Il faut diminuer les pouvoirs. C'est un sujet plus large. Il faut diminuer les pouvoirs de la Commission européenne. La Commission européenne a un pouvoir exorbitant, alors que c'est l'institution européenne la moins démocratique. Le Parlement a une légitimité. Les députés sont élus dans chaque pays au suffrage universel direct. Les gouvernements à la table du Conseil ont tous une légitimité démocratique. La Commission, c'est un espèce de sombre mercato entre les quelques chefs d'État les plus puissants en Europe, et elle a un pouvoir exorbitant. Initiative législative exclusive, contrôle ensuite a posteriori de l'application au droit national, des directives européennes, etc. Donc il faut diminuer le pouvoir de la Commission au profit de l'intergouvernemental, c'est-à-dire du Conseil
et peut-être du Parlement, et faire en sorte que on défende nos intérêts sur la scène mondiale. Il y a un certain nombre de domaines où on peut être d'accord et on a des intérêts communs. On a une civilisation commune à défendre. Ce qui fait qu'on se retrouve dans un projet politique commun ou en partie commun entre l'Italie, la Bulgarie, la Suède, la France, eh bien, c'est parce qu'on a une civilisation commune. Ça n'est pas rien. Et si on veut peser sur la scène mondiale, on doit agir collectivement. Ça ne veut pas dire qu'on agit collectivement dans tous les domaines ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on agit nécessairement, qu'on fait tout à 27. Et c'est sans doute la grande erreur de l'Union européenne, pour aller un peu au fond du sujet. C'est-à-dire que l'Union européenne, au lieu de dire, on peut organiser des coopérations secteur par secteur, les pays en fonction de leurs intérêts nationaux, y participent ou n'y participent pas. Au lieu de ça, on veut toujours tout faire à 27. Et toujours tout faire à 27, c'est le plus petit dénominateur commun. Et ça aboutit souvent à des politiques qui sont très lentes à être mises en œuvre, donc peu d'agilité, et peu satisfaisantes ensuite, parce que les compromis ont abouti à ce que personne ne s'y retrouve totalement. Voilà, donc il faut sortir de ce modèle-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit bien que quand on a face à nous des compétiteurs comme Trump sur la scène mondiale, eh bien, on doit arrêter de, par exemple, le pacte vert, infliger des normes, des contraintes toujours plus lourdes à nos industriels, et ensuite tout faire pour qu'il n'y ait pas de protection douanière. Voilà, on doit faire ce que font tous les pays raisonnables et tous les grands ensembles économiques dans le monde, abaisser au maximum nos taxes, nos normes, nos contraintes pour être compétitifs sur la scène mondiale, et ensuite mettre en place des protections douanières chaque fois que c'est nécessaire pour éviter la concurrence déloyale. L'Union européenne, elle fait exactement le contraire depuis des décennies, des normes très élevées et l'abaissement des protections douanières. Donc sur ce sujet-là, sur le sujet économique, qui est très important évidemment, eh bien voilà, on a une feuille de route qui est toute tracée si on veut la puissance et le rayonnement de nos nations. Aujourd'hui, malheureusement, la majorité au Parlement européen, PPE, c'est la fausse droite, les socialistes et les macronistes soutiennent Von der Leyen dans un projet qui aboutit à notre impuissance. Voilà, c'est ça qu'il faut changer. On n'a pas encore de majorité au Parlement européen. On arrive parfois sur certains sujets, quand le PPE est courageux, ce qui est rare, mais ça arrive, à obtenir des petites victoires, mais voilà, qui préfigurent peut-être des victoires plus grandes demain, et c'est notre objectif et ce à quoi on travaille avec nos alliés. Merci Nicolas B. Vous restez avec nous encore quelques minutes. On fait une parenthèse avec Jonathan Sturel qui nous présente son édito. Nicolas B, vous parliez de ces sujets sur lesquels effectivement la plupart des pays européens peuvent s'entendre. L'immigration en fait partie et c'est donc de façon plus ou moins directe lié au thème de l'édito de Jonathan Sturel. Aujourd'hui, on voit que la France est presque en retard puisque dans beaucoup de pays de l'Union européenne, même la gauche s'empare de ce sujet et se prononce en défaveur de cette immigration qu'elle a pourtant longtemps défendue. Oui, bien sûr, c'est sans doute le grand défi en fait que les pays européens vont devoir relever collectivement dans les années qui viennent, le défi de l'identité, la préservation de ce que nous sommes, de notre identité. On nous a longtemps présenté l'immigration comme un bienfait, un bienfait économique, ce qui évidemment est faux, un bienfait culturel, ce qui est encore plus faux. Voilà, aujourd'hui, on voit avec l'immigration subie depuis des décennies le marasme, le désastre dans lequel ça a plongé nos pays. Et aujourd'hui, c'est vrai c'est intéressant de voir des gouvernements, y compris de gauche parfois, je pense au Danemark par exemple, qui prennent conscience de la gravité du phénomène. Les pays de Scandinavie ont été les pays qui ont le plus accueilli d'immigrés, ce qui n'était pas naturel d'ailleurs, parce que ce n'étaient pas les pays naturels de destination de ces immigrés qui venaient du Sud en général. Et ils les ont accueillis avec beaucoup d'illusions, beaucoup de naïveté. Et évidemment, ils ont subi de plein fouet les conséquences. Et du coup, ils réagissent. Ce qui est dramatique, c'est que la France est sans doute le pays qui, en volume, a accueilli le plus grand nombre d'immigrés en Europe depuis 30 ou 40 ans. Et c'est le pays qui prend le plus de temps à réagir. Et je dirais même, pour aller encore plus loin, que la France, avec peut-être la Belgique, sont les pays qui accueillent le pire de l'immigration, en quelque sorte, puisque, comme on est les mieux-disants sociaux, en réalité, on accueille ceux qui ne veulent pas travailler. Ceux qui veulent travailler vont dans les industries allemandes, ceux qui veulent créer une start-up vont en Angleterre et on les empêche d'y aller parce que c'est le paradoxe de la France, on leur permet d'entrer, on les empêche de sortir ensuite. Mais nous, en France, on accueille une immigration qui est essentiellement une immigration sociale qui vient
parce que les avantages sociaux sont considérables dans notre pays. Donc on a le pire de l'immigration avec son cortège d'insécurité dont on parlait tout à l'heure. Et donc ça nécessite des mesures très fortes, à la fois couper le robinet, c'est-à-dire arrêter les entrées. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, hein. En dépit de ce que dit Benoît Retailleau, aujourd'hui, on est toujours à un niveau de titre de séjour accordé qui dépasse les 300 000. Et l'immigration légale, au total, c'est autour de 500 000, puisque on a les titres de séjour, les demandeurs d'asile. L'immense majorité d'entre eux ne sont pas éligibles au droit d'asile, mais lorsqu'ils sont déboutés du droit d'asile, ils restent. Oui. À peu près 140 000 par an. Et il faut ajouter à ça les mineurs isolés, et ensuite y ajouter aussi l'immigration clandestine, à la fois en métropole et en outre-mer. Et souvent, l'immigration clandestine en outre-mer, qui arrive notamment à Mayotte ou en Guyane, elle vient ensuite en métropole. Donc voilà. Et donc ça, c'est la situation actuelle. Donc je rappelle quand même que sous Jospin, c'est-à-dire sous les socialistes, il y a maintenant une vingtaine d'années, on avait, enfin 30 ans même quasiment, on avait 100 000, 120 000 titres de séjour par an. On a quasiment triplé pendant cette période. Donc, on a le problème des flux qu'il faut arrêter, et on a le problème des stocks, c'est-à-dire les millions de personnes qui n'ont rien à faire dans notre pays, qui ne travaillent pas, qui ne cotisent pas, qui posent beaucoup de problèmes pour un certain nombre d'entre elles, et donc il faudrait procéder à des expulsions massives. Et donc, aujourd'hui, on a un gouvernement qui non seulement continue de laisser entrer, mais évidemment ne prend aucune vraie mesure pour expulser ces clandestins ou ces personnes qui, même en situation régulière, n'ont pas vocation à rester. Il y a des gens qui ont un titre de séjour, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ils ne travaillent pas en France, ils ne sont pas intégrés. Il y a rien qui justifie qu'ils restent durablement sur le territoire national. Il faut organiser leur retour dans leur pays d'origine de manière évidemment humaine, méthodique bien sûr, mais le faire avec fermeté. Voilà. Et alors qu'aujourd'hui, ils ont une espèce de perspective d'être tôt ou tard régularisés quand ils sont clandestins, et lorsqu'ils sont en situation régulière, même s'ils ne s'assimilent pas à la nation française, d'être tôt ou tard naturalisés. Parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment automatique, les procédures. Voilà, quelqu'un qui est là depuis longtemps en France, il peut obtenir la nationalité française sans avoir fait aucun effort d'assimilation. Voilà, donc voilà, c'est tout ça qui est défaillant, en réalité. Défaillance dans le contrôle des flux migratoires et défaillance dans le traitement ensuite de cette immigration sur notre sol. Nicolas B, donc on reste avec vous et il me semble qu'on a rétabli la connexion avec Jonathan Sturel. Est-ce que vous nous entendez bien, Jonathan Sturel ? Je vous entends bien parce que manifestement, on l'a rétabli par un autre moyen. Je suis par téléphone. Oui, voilà. Bon, le principal, c'est qu'on ait votre voix. Alors, je pense que vous pouvez reprendre à partir du deuxième point d'analyse que vous soulevez après cette affaire de chasse aux noirs qui aurait eu lieu dans la Creuse. Vous nous parliez, vous faisiez un parallèle avec le drame de Crépol. Effectivement, alors le point numéro 2, je vais reprendre où je m'étais arrêté. Je précisais que je n'avais pas eu connaissance que les auteurs de cette descente dans la France profonde qui ont filmé leur descente et qui l'ont diffusée sur les réseaux sociaux, je n'ai pas connaissance que ces gens-là ont été convoqués par la police ou interpellés. Et je disais que ça me rappelait qu'au moment du meurtre de Thomas à Crépol, donc lorsque des Français avaient voulu marcher pour dire leur émotion, c'était arrivé, immédiatement la police s'était interposée et beaucoup de ces Français ont été jetés en garde à vue immédiatement et sont passés en justice en comparution immédiate. Et je m'interroge quand même, comme beaucoup d'autres gens, sur alors l'attitude de la justice, mais ça on a l'habitude malheureusement, mais aussi sur l'attitude des forces de l'ordre, et qui sont les forces d'un certain ordre qui depuis longtemps malheureusement a érigé le deux poids deux mesures en doctrine et qui continue d'obéir à des ordres iniques et déments. Je m'interroge pourquoi ils acceptent de faire ce genre de choses, et je m'interroge aussi sur les raisons qui font que dans notre propre pays, nous sommes interdits de manifester notre émotion dans la rue sans être interpellés, alors que d'autres ont toute liberté et toute latitude pour organiser des descentes filmées, les diffuser sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça rejoint le point numéro 1, c'est l'antiracisme qui a été érigé en doctrine d'État, quasiment, en doctrine républicaine, qui pourrait être quasiment le 4e point du triptyque républicain, et qui fait qu'aujourd'hui, au nom de l'antiracisme, tellement l'antiracisme nous a aspiré l'âme, entre guillemets,
dès l'instant que l'on revendique un acte, y compris violent, y compris discutable, y compris même illégal, au nom de l'antiracisme, on a comme l'ensemble des forces vives de ce pays qui n'osent pas bouger, qui n'osent pas broncher, puisque comme c'est fait au nom de l'antiracisme, on n'ose pas s'interposer parce que cela pourrait indiquer qu'on cautionne le racisme, etc. Donc tout ça, ça a pris une mesure tellement fantastique, l'antiracisme, que ça tétanise les gens, ça tétanise les énergies, ça fait peur à tout le monde. Et pour ce qui était du point numéro 3, je disais que je fais faire quelque chose qui est très inélégant, c'est-à-dire me citer moi-même, puisque j'ai déjà précisé plus tôt dans cette chronique que cette descente à Royères me rappelait celle de Crépol, le meurtre en moins. Alors je vais faire donc effectivement quelque chose de très inélégant, je vais me citer moi-même. En l'occurrence, je vais simplement lire un tout petit texte que j'avais écrit au lendemain du drame de Crépol, justement, et qui correspond à la conclusion de cette chronique, et donc à ce point numéro 3 qui conclut cette liste de 3 points. Donc je cite. Il faut bien comprendre ce qui a eu lieu à Crépol. Des jeunes Français de la France rurale ont été pris pour cible, attaqués, écorchés au couteau. L'un d'entre eux, Thomas, on s'en souvient, un gamin de 16 ans, a été tué parce qu'une bande venue d'une zone remplacée a décidé de venir se faire du baptou. Fin de la citation, ce sont leurs mots. Alors d'un côté, vous avez une jeunesse insouciante qui festoie tendrement, qui festoie comme on a toujours festoyé dans ce pays depuis des générations, c'est-à-dire innocemment, tranquillement, peut-être même un peu trop naïvement. Et en face, vous avez une autre sorte de jeunesse, déjà barbare, déjà violente, déjà lobotomisée par les logiques de gang, de rivalité, de territoire, de revanche, de violence. Une jeunesse qui, lorsqu'on lui refuse l'accès à une salle de sport ou une salle de fête ou un événement quelconque, où elle n'a rien à faire, revient avec des couteaux pour faire des morts et des blessés, la bave aux lèvres. Et lorsque ces deux jeunesses se rencontrent, se percutent, c'est toujours la même qui sort les couteaux et c'est toujours la même qui les prend dans le thorax. Et il en sera ainsi encore demain, la semaine prochaine et pendant des années, tant que le rapport de force et accessoirement tant que les flux migratoires n'auront pas été inversés. Ces deux jeunesses vont se percuter malheureusement de plus en plus et la nôtre n'est pas prête à encaisser le choc. Parce que depuis des années, le système, en enfonçant ses inepties progressistes, antiracistes, c'est-à-dire en réalité castratrices, dans les crânes de nos gosses, on finit par leur faire baisser la garde et les transformer en agneaux, pendant qu'en face, déjà largement affranchie de ses autorités factices, une autre jeunesse a commencé à déguiser ses dents et ses couteaux. Notre drame, et le drame de notre jeunesse, de notre peuple, de notre pays, c'est que nous avons été transformés par l'antiracisme doctrinal érigé en doctrine d'État en agneaux par 40 ans de lobotomie progressiste. Je termine donc en disant ceci. Des lendemains difficiles se préparent, hélas, qui étaient évitables si l'on avait bien voulu ouvrir les yeux plus tôt. Donc notre jeunesse, notre peuple, les nôtres en somme, nous sommes désormais pris dans l'engrenage d'une guerre politique et mentale qui deviendra presque inévitablement une guerre civile. Et malheureusement, nous n'y sommes pas véritablement préparés parce que 40 ans de propagande nous ont largement désarmés. L'antiracisme doctrinal a fourni à certains des raisons de se croire légitimes dans leur volonté de violence. Le laxisme des juges les a consolidés dans la conviction qu'ils ne craignaient rien. Et la culture des cités, du rap, des gangs, les productions, notamment américaines, largement promues depuis les années 80, depuis Jack Lang notamment, les a programmés pour croire que le monde était une jungle où les règles communes n'existent que pour être transgressées. Et bien sûr, le chaos migratoire, suicidaire et fou, qui a organisé, qui continue d'organiser l'importation d'éléments que l'antiracisme s'empresse immédiatement de dresser contre les Français, contre les Blancs, contre la France. Donc j'accuse, dès les origines, les socialistes des années 80 et Julien Drey, qui a désormais son rond de serviette sur CNews, SOS Racisme, Harlem Désir et sa marche des beurs, Bernard-Henri Lévy et sa détestation de la France. Je les accuse d'avoir assemblé pièce par pièce, depuis 4 décennies au moins, un puzzle macabre, d'avoir aligné les planètes pour nous faire aboutir aujourd'hui à des situations complètement folles, où des milices raciales revendiquent impunément de vouloir organiser des chasses aux racistes, ce qui signifie, nous le savons très bien, des chasses aux blancs en réalité. Voilà, c'était le thème de ma chronique et je vous remercie de m'avoir permis de l'exprimer. Merci Jonathan Sturel pour cet édito et puis ces accusations que l'on partage évidemment. On va en discuter donc avec Nicolas B. Nicolas B sur tout cet antiracisme qui a été imposé à la société, donc aux différents pays européens et particulièrement en France, avec la responsabilité de ces relais évidemment. On citait toutes ces associations. L'Union européenne a joué son rôle. On a par exemple donc le CRI ou ECRI, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, donc qui est la commission en charge de
surveiller, de contrôler le racisme en Europe. Et donc, la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance. Et on voit que c'est l'un des axes sur lesquels travaille l'Union européenne, avec tout un tas de recommandations, tout un tas même de demandes de condamnation. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ? Oui, malheureusement, oui, la Commission européenne finance aussi des associations prétendument antiracistes, des associations qui luttent contre l'islamophobie. Qui sont généralement financées financées de façon assez trouble. Oui, bien sûr, qui sont en général des bases avancées de l'islamisme et de l'islam politique. Et évidemment, la Commission européenne, dans un mélange assez subtil de naïveté totale, l'illusion qu'en organisant ça sur fonds publics, on va contrôler un islam qui pourrait du coup être tout à fait compatible avec la doxa de l'Union européenne, la doxa bruxelloise. Et puis aussi, derrière tout ça, un agenda très idéologique. L'idée de dire finalement, l'identité de l'Europe, ça ne peut pas être simplement la culture grecque et latine, la religion chrétienne qui ont façonné notre civilisation. Voilà, il y a une volonté de la gauche et des progressistes aujourd'hui de remettre en cause ce que nous sommes dans notre identité et l'antiracisme, car en réalité, cet antiracisme, en réalité, ça n'est pas la lutte contre un racisme qui existerait, parce que la vérité, c'est qu'un pays comme la France est sans doute le pays le moins raciste au monde. Parce que nous avons toute notre histoire, c'est un rayonnement à travers la planète entière, une connaissance de peuples différents d'une autre et une capacité à s'adapter à des peuples, à des nations, à des civilisations différentes. Donc la France est sans doute le pays le moins raciste du monde. Et d'ailleurs, la preuve qu'on est le pays le moins raciste du monde, c'est que les Français qui n'ont rien demandé ont subi depuis des décennies des flux de millions d'immigrés qui partagent ni notre histoire, ni notre culture, ni notre religion dominante, et que jamais les Français se sont révoltés autrement qu'en l'exprimant par les urnes. Voilà, donc c'est la preuve que nous ne sommes pas un pays raciste. En revanche, on voit bien que l'antiracisme, comme ça a été dit par Jonathan Sturel, est un moyen d'annihiler la capacité de réaction de notre peuple. Et donc c'est pour ça qu'il faut évidemment démonter tout ça, démonter ce mécanisme. La réalité, c'est qu'il y a du racisme en France. Mais le racisme qui existe en France, c'est le racisme contre les Français eux-mêmes. C'est le racisme anti-blanc qui est aujourd'hui de plus en plus assumé. On voit des gens qui ouvertement attaquent et tuent parfois des blancs parce qu'ils sont blancs. Ça, c'est la réalité. Donc il y a un racisme qui s'est développé dans notre pays, racisme anti-français, racisme anti-blanc, racisme anti-chrétien, au sens où des actes christianophobes dans notre pays qui se sont multipliés, qui procèdent exactement de la même démarche, toujours pareil. Des personnes qui sont sur notre sol, plus on les accueille avec bienveillance et générosité, plus ils nous méprisent, plus ils pensent qu'ils peuvent nous dominer, et par conséquent, ils sont prêts à le faire, y compris par la violence. Voilà, et on voit bien que nous ne sommes pas respectés parce que, précisément, nous sommes dans une démarche d'accueil de la culture de l'excuse, l'acceptation de l'inacceptable. Et donc, c'est de ce schéma-là dont il faut s'extraire, dont il faut sortir. La France, voilà. Si nous sommes une grande nation, c'est parce que nous nous sommes fait respecter à travers l'histoire. Et l'anomalie, c'est depuis 30 ou 40 ans, on refuse de défendre ce que nous sommes, on refuse de se faire respecter, et on accepte que des gens qui nous détestent viennent chez nous, financés par nous, et commettent des atrocités. Voilà, et donc il faut en sortir. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de globaliser. Il y a des gens qui sont venus en France, qui se comportent bien, qui respectent nos lois, ça existe. La politique, c'est aussi tracer des grandes lignes. Mais on voit bien aujourd'hui que le défi majeur qu'on devra relever, c'est la présence massive de gens sur notre sol qui ne sont pas assimilés et ne sont pas assimilables. Et s'ils ne sont pas assimilables, eh bien, il faut organiser politiquement leur retour vers leur pays d'origine, parce que s'ils restent durablement en France, eh bien, les troubles vont se multiplier et vont s'aggraver. Bon, Jonathan Sturel, on est désolé pour ce problème technique. On aurait aimé pouvoir vous laisser échanger plus longuement avec Nicolas Bay. Malheureusement, nous sommes pris par le temps.
On vous retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel entretien, un nouvel édito. Nicolas B, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Merci pour votre travail à l'Union européenne. C'est important, vous parliez de ce combat qu'il faut mener en France pour notre identité. C'est un combat qu'il faut mener aussi à échelle européenne, puisqu'avant d'être une union très institutionnelle, eh bien, nous sommes une civilisation, rappelons-le. Donc merci pour tout ça, et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt.